Bonjour, nous allons entamer aujourd'hui un nouveau chapitre qui s'intitule La structure portante horizontale, les poutres. Alors, il faut bien comprendre qu'on est en ce moment du second semestre en train d'étudier la superstructure. Et nous avions divisé la superstructure en deux grosses sous-parties. Alors, la structure portante horizontale, dont on a vu une partie euh, déjà au dernier cours, donc structure portante plutôt verticale, les poteaux, les voiles, etc. Toujours en cours au niveau des TD. Et la structure portante horizontale. Alors, la structure portante horizontale, nous allons avoir les poutres, c'est ce chapitre, et nous allons avoir les planchers. C'est très important de voir ceci. Alors, il y a une troisième partie, d'accord, sur la partie, plutôt sur la structure portante, plutôt la superstructure, il y a les contreventements. Alors, ceux-ci seront vus en fin de semestre, Inch'Allah. Donc, contreventement. Ça va venir, Inch'Allah. Donc, la structure portante verticale, c'est bon. Structure portante horizontale, aujourd'hui, les poutres. Plus tard, les différents planchers. Et enfin, nous verrons les contreventements. Alors les poutres, c'est quoi les poutres? Tout le monde sait c'est quoi une poutre. Ce sont des éléments horizontaux, des éléments porteurs horizontaux qui ceinturent les étages, qui ceinturent les trames. Alors les poutres, ce sont des porteurs horizontaux, donc chargés, regardez, de reprendre les charges et surcharges se trouvant sur les planchers pour les retransmettre au poteau. Rappelez-vous de la descente de charge. D'accord? Alors, nous allons les voir ici sur une petite figure, tout de suite. Voilà, là ici, nous pouvons voir, pardon, donc un exemple type de structure, la superstructure verticale, les poteaux, les poutres, le plancher. Alors, ceci, c'est OK. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, là, ce qu'on va faire maintenant, et les planchers plus tard. Alors, on voit bien que les planchers reposant sur les poutres reposant sur les poteaux, c'est le schéma classique de la descente de charge qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, quel est le type de chargement sur les poutres? On voit bien que le plancher, regardez, et de ce qu'il y a au-dessus, donc les personnes, le mobilier, les cloisons, les revêtements de sol, etc., etc. Tout ça est posé sur le plancher. Ce plancher lui-même repose sur les poutres. Alors, par action-réaction, vous voyez que les poutres subissent l'action des dalles, des planchers. Et donc, ce sont des charges qui vont être, on va supposer, être uniformément distribuées, comme on le voit ici, sur la longueur de la poutre. Donc c'est les planchers et ce qu'il y a au-dessus qui va être transmis à la poutre. Donc les poutres vont recevoir les charges permanentes et d'exploitation au travers des planchers par réaction d'appui. Donc nous voyons que les charges agissant sur les poutres de plancher sont essentiellement des charges verticales. Poids propre, surcharge d'exploitation, ou si c'est un plancher terrasse, de neige éventuellement. Notez que ces surcharges sont supposées uniformément réparties, mais parfois ces mêmes charges peuvent être ponctuelles. On peut avoir des charges ponctuelles. On peut avoir par exemple un balcon, regardez ici, un balcon en porte-à-faux. Cette poutre de balcon, vous allez avoir un garde-corps ici, et vous allez avoir la charge qui sera, donc si j'ai un garde-corps, la charge du garde-corps sur la poutre console ici, qui est ici, c'est une poutre aussi, c'est une charge ponctuelle. Si j'ai un parking et j'ai une poutre, d'accord, je vais avoir une roue véhicule ici. La roue va donner une charge ponctuelle sur la poutre. Donc, on peut avoir des charges réparties sur les poutres. Bon, vous le savez, en RD1, vous l'avez déjà fait, mais on peut avoir aussi des charges ponctuelles très diverses.
Très bien, mais nous, cette année, nous n'allons considérer pratiquement que les charges uniformément réparties, hein. C'est les plus importantes et les plus, voilà, les plus courantes. Voilà. Alors, donc, c'est ce qu'on vient de voir. Alors, sur la figure 1, comment les charges sont transmises au plancher. Maintenant, ces charges-là, qu'est-ce qu'elles vont produire au niveau de la poutre? Une charge, pour moi, d'accord, ce n'est rien d'autre qu'une action. Moi, je voudrais bien savoir que provoque cette action sur la poutre pour que je puisse la dimensionner. Vous vous rappelez, pour la descente de charge, nous avions les charges permanentes G et les charges Q, et nous avons fait une descente de charge donc pour déterminer l'effort interne dans le poteau. C'est grâce à cet effort interne que j'ai pu dimensionner la section du poteau. La même chose ici, il faut bien voir, il faut bien distinguer entre action et maintenant ce qu'il me faut, c'est les efforts internes dans la poutre. C'est très important, les efforts internes. Alors dans une poutre, nous allons avoir différents efforts internes. En RDF, je pense que vous avez déjà vu ça. Une poutre est soumise à des efforts internes, les plus généraux étant le moment de flexion M, l'effort de cisaillement ou l'effort tranchant T et l'effort normal N. Alors pour nous, pour des poutres qui sont comme ça, chargées uniformément comme ça, qu'est-ce qu'on pourra dire? Là, je vais mettre un appui là, un appui ici. Qu'est-ce qu'on pourra dire pour l'effort N? Chargement vertical, je viens de dire que les charges que je vais considérer en ce moment même, c'est des charges uniquement verticales. Donc c'est des charges de G, Q et éventuellement de la neige. D'accord? Donc si des charges verticales il y a, l'effort normal dans la barre, il sera nul. Donc les poutres, en général, ne sont pas soumises à des efforts normaux. Les poutres de plancher, attention, c'est les poutres de plancher qu'on est en train de voir. Je pourrais avoir une poutre sur un appentis, c'est-à-dire j'ai une toiture inclinée. Dans ce cas-là, je vais avoir les charges G, comme ça. Et pour ces poutres-là, je vais avoir N qui serait différent de 0. Parce que cette charge-là, elle va se décomposer en une charge perpendiculaire à l'axe neutre de la poutre en appentis, qui va me donner M et T, et cette charge-là, qui serait parallèle à l'axe de la poutre, elle va me donner N. Donc, pour les poutres de plancher, l'effort est nul, mais si j'ai une toiture qui serait inclinée, l'effort normal ne serait pas nul. Alors, toujours par simplification, nous allons considérer donc cette année que les poutres de plancher, où je vais avoir uniquement M et T. Bon, la prise en charge de N, on pourra la faire peut-être en TD pour des structures comme ça en incliné. Pour le moment, nous n'allons considérer que les poutres qui seraient, je dirais, horizontales et qui recevraient des charges verticales et ou pour lesquelles l'effort normal serait nul automatiquement. Voilà, donc nous allons considérer pour le moment, pour les poutres qui sont soumises à des charges verticales, que des moments M de X et T de X. Alors j'ai représenté sur cette figure que vous voyez en bas une poutre type d'un bâtiment, donc on appelle une poutre continue. Donc vous avez vos poteaux, différents poteaux, vous avez votre poutre, et puis vous avez un chargement vertical très général que j'appellerai Q, comme en RD1. Alors, on voit bien que cette structure-là, les poteaux étant considérés comme des appuis, on voit bien que, vous voyez bien que c'est une structure qui est hyperstatique, qui n'est pas isostatique, donc hyperstatique. Très bien. Et déterminer les diagrammes M et T pour une structure hyperstatique, vous, en deuxième année CPI, vous ne savez pas le faire.
D'accord? Il y a des méthodes assez particulières, assez spéciales pour étudier les poutres hyperstatiques. Vous ne le faites pas, mais n'empêche qu'on va essayer de voir, non pas numériquement les valeurs de m de x et t de x, mais on va essayer d'imaginer, imaginer l'allure de ces moments sur une poutre et l'allure de cet effort tranchant sur la poutre, de ces efforts internes à l'intérieur de ces poutres. Donc je vais avoir m de x quelque part, je vais avoir t de x quelque part, et moi je voudrais connaître comment et quels sont ces efforts internes qui sont à l'intérieur du matériau, qui vont solliciter mon matériau, quelle est leur importance, d'accord, pour pouvoir prédimensionner plus tard ou ferrailler ma poutre si elle est en béton armé. Alors, étant donné qu'on ne peut pas déterminer, dans l'état actuel de vos connaissances, vous ne pouvez pas déterminer MT, MX, TX pour une structure hyperstatique, on va essayer de détourner le problème. Alors, au lieu de tracer le diagramme de M de X, je vais essayer d'imaginer la déformer. Ce que vous voyez ici, c'est la déformer. Je pense que la plupart d'entre vous, par esprit, voilà, peuvent imaginer que la poutre se déforme ainsi. Regardez, comme une sinusoïde, d'accord? D'accord, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Très bien. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, nous allons voir un petit peu les zones qui vont être tendues et les zones qui vont être comprimées. Donc, ZT, zone tendue. ZC, zone comprimée. D'accord? Pour tendu, on va symboliser par le signe moins. La zone comprimée, on va la repérer par un signe plus. Alors, où sont les zones tendues ici? Je vais prendre ma poutre, je vais me mettre au milieu de travées, ici. J'ai une poutre qui fléchit. Les deux points qui sont en bas, ici, ont tendance à s'éloigner les uns des autres. S'ils s'éloignent, ça veut dire que j'ai quoi? J'ai une traction. Les points qui sont en haut, regardez, ont tendance à se rejoindre et c'est une compression. Je fais ici la même chose, je vais avoir les points en bas vont s'éloigner, c'est une traction vers le bas, compression vers le haut, traction vers le bas, compression vers le haut. Très bien. Venons-en maintenant aux appuis. Regardez aux appuis, qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'il y a une inflexion, donc ça change de direction. Si je prends un point qui est ici, je vois bien que les points ici vont en tendance à s'éloigner les uns des autres. Donc aux appuis, je vais avoir une traction. Aux appuis, je vais avoir une traction en haut. Mais en bas, regardez, les points ont tendance à se rejoindre. Donc ici, je vais avoir de la compression. Compression au niveau des appuis. Je vais aller en porte-à-faux. Regardez le porte-à-faux. Ici, j'ai fait exprès de faire un porte-à-faux. C'est un balcon, c'est une poutre de balcon ou je ne sais quoi. Pardon. Et bien ici, nous allons voir kiff. Les points qui sont ici vont s'éloigner. Comme là. Donc c'est une traction. Et c'est une compression vers le bas. Alors ici, regardez, les points ne s'éloignent pas, ils ne se rapprochent pas. Il n'y a ni compression ni traction. C'est vrai, le bout du porte-à-faux, le moment est nul, et donc vous n'avez aucun moment ici. Donc il n'y a ni traction ni compression. Alors, j'avais déjà dit pour les nervures de semelle filante que le diagramme, rappelez-vous, le diagramme des moments fléchissants M de X est toujours tracé du côté, vous vous rappelez de cette définition? Du côté des fibres tendues. Où sont les fibres tendues ici? Elles sont vers le bas. Où sont les fibres tendues? Elles sont vers le bas. Où sont les fibres tendues? Elles sont vers le bas. Donc le moment va être vers le bas. Donc je vais avoir le moment va être là. Il va être là. Il va être là. Aux appuis, le moment va être en haut. En haut. En haut. En haut. Je vais changer de couleur.
Donc ici, j'ai un point de moment nul. C'est une charge répartie. Donc le moment varie en x2. Donc c'est une parabole. Donc regardez, si la fibre tendue ici, elle est vers le haut, donc le moment, là, هنا. Donc je fais rejoindre ce point, par ce point, non pas par une droite, parce que je vais tracer le diagramme de M de X, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais tracer le diagramme, ça ne m'intéresse pas les valeurs. Les valeurs, c'est pour la résistance des matériaux. Moi, c'est le concept. Alors, j'ai une fibre tendue ici, j'ai une fibre nulle ici, donc le moment sera nul ici. Il va rejoindre là, il va rejoindre par une droite. Non, c'est pas une droite. Vu que c'est une charge Q par mètre linéaire, donc ça va être une courbe, comme ça. C'est une charge kiff par mètre linéaire, elle va rejoindre, regardez, on a le moment fibre tendue vers le bas, donc le moment là, je ne vais pas rejoindre ce point, faire ce point par une droite, mais je vais le faire rejoindre par une courbe. Je vais le faire rejoindre par une courbe. Je vais le faire rejoindre par une courbe. Moi, elle est vraiment mauvaise dans la dernière courbe. Voilà. Ça remonte. Ça descend. Ça remonte. Et ça sort. C'est le diagramme des moments de flexion pour n'importe quelle poutre de bâtiment sur plusieurs appuis. Aux appuis, vous avez un moment négatif vers le haut, un moment positif vers le bas. D'accord? Et vous suivez à chaque fois les fibres tendues, les fibres comprimées. Le diagramme des moments, là vous l'encadrez et vous ne l'oubliez jamais. J'en ai déjà parlé au niveau des nervures des semelles filantes. Là on en reparle pour les poutres de bâtiment. Le diagramme M de X est toujours tracé du côté des fibres tendues. Et c'est comme ça qu'on trace le diagramme des fibres tendues. Donc je sais les zones qui sont tendues, les zones qui sont comprimées, Donc s'il y a des comprimés, il n'y a pas de diagramme ici. Le diagramme sera vers le bas. Il est vers le bas, donc c'est positif. Il est vers le haut, c'est négatif. Négatif, le signe du moment. Mais ce n'est pas les fibres qui sont tendues ou comprimées. Il faut faire cette différence. Donc le moment, toujours tracé du côté des fibres tendues, les fibres tendues, les fibres comprimées. Mais sa valeur, elle est positive, attention. Voilà. J'efface. Pardon. On continue. Voilà le diagramme des moments. Alors, à partir du diagramme des moments, on peut déduire le diagramme de T de X. Comment? Je sais que T de X, c'est la dérivée du moment M de X par rapport à X. Je dérive une courbe, ça donne une ligne droite. Je dérive une courbe, ça donne une ligne droite. Je dérive une courbe, ça donne une ligne droite. Et donc, c'est le diagramme de T de X sur une poutre continue obtenue par dérivation de courbe. La dérivée de X2, ici vous avez un moment en X2, voilà, je crois, c'est une droite en X, en fonction de X. Et c'est le diagramme de T de X que vous avez sur une poutre. Donc, toujours pour les poutres continues de bâtiment, alors je repère les appuis, bon, c'est légèrement décalé. Donc les poteaux, ils sont là. Voilà. Au niveau des appuis, le moment est négatif. Au niveau de la travée, il est positif. Et ainsi de suite. Vous avez ce balai. C'est un balai. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Pour n'importe quelle poutre de bâtiment. Alors, les valeurs ici, il faudra demander à monsieur RTM comment on détermine ces valeurs. Bah, c'est pas de votre ressort pour le moment. Et ça ne m'intéresse pas. D'accord? Là, continue. Nous allons donc nous intéresser maintenant aux poutres en béton armé. Alors, nous allons voir d'abord les différentes formes de coffrage. Alors, les poutres en béton armé, je viens de symboliser ici, ou de schématiser plutôt une poutre, deux poutres. Alors, les plus courantes, ce sont des poutres de section rectangulaire, de hauteur H et de largeur B. Alors, c'est des poutres rectangulaires, c'est les plus courantes, c'est à peu près à 99% des cas. Parfois, d'accord, on peut avoir des poutres, donc toujours B0 et H, mais des poutres de section trapézoïdale.
Alors, ces poutres-là se rencontrent généralement lorsque vous avez de fortes charges, d'accord, où on a besoin d'une plus forte inertie de la section. Alors, c'est très rare, hein, ce genre de section, c'est vraiment très rare. Et ça pose un petit problème de coffrage. Vous voyez, pour coffrer ces poutres-là, il faut mettre un coffrage incliné. Et c'est pas très évident. Alors, c'est plus simple de réaliser des coffrages, d'accord, rectangulaire, c'est beaucoup plus simple. Alors je voudrais revenir sur la notion de la poutre rectangulaire. La partie basse, le B, on l'appelle la base de la poutre. H, regardez, H, nous l'appelons retombée. C'est un terme que vous connaissez déjà, mais qui est différent à celui que vous utilisez en atelier d'architecture. En atelier d'architecture, la retombée, vous appelez retombée, cette partie, que je vais appeler petit h0, c'est la partie du sous-plafond à la face inférieure de la poutre. Pour nous, ingénieurs, la retombée de la poutre, c'est toute la section résistante. Et donc, elle doit inclure la partie qui est dans le plancher. Et pour nous, la poutre, c'est du bas de la poutre jusqu'à quoi? Jusqu'à dessus plancher. D'accord? Donc il y a une différence entre la terminologie que nous utilisons, nous, ingénieurs structure, et vous en atelier. Mais ce n'est pas grave. Donc pour vous, la retombée, c'est ce qui apparaît dans l'espace. Pour nous, c'est ce qui est résistant. Et donc on doit inclure la partie qui est noyée dans le plancher, parce que cette partie contribue aussi à la résistance de ma poutre. Très bien. Alors c'est les poutres rectangulaires, ainsi de suite, les poutres trapézoïdales, très rares, donc on n'utilise pas, mais j'en parle comme ça. Alors il existe aussi d'autres formes de poutres. C'est les poutres en I et les poutres en T. Alors ces poutres-là, c'est plus des poutres en béton armé, mais c'est des poutres en béton précontraint. Béton précontraint. Elles sont utilisées dans les grandes portées. D'accord? Alors pourquoi ces poutres-là? Pourquoi cette forme en T? Ben, on sait très bien que l'inconvénient majeur, donc l'inconvénient majeur du béton armé, c'est son poids. L'inconvénient majeur du béton armé, c'est son poids. Il est lourd. Il est lourd le béton armé. Donc c'est une tare. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc, pour les grandes portées, au lieu de faire une poutre sur une grande portée qui aurait une section, regardez, immense, parce qu'on a besoin d'une grosse rigidité, d'accord, on a remarqué que réellement les parties qui travaillaient, c'était les parties qui étaient situées peut-être en bas et en haut de la poutre, vu qu'on a des moments comme ça. Et donc ces parties-là ne nous servaient pas à grand-chose, d'accord, c'était juste un poids en plus. Pourquoi ne pas l'éliminer et d'avoir une section, d'accord, plus résistante, autant résistante, et encore plus légère du moment où on a enlevé de la matière qui ne nous intéresse pas. La même chose pour la poutre en T. Donc on lui a enlevé pratiquement, regardez, une grosse partie à gauche et à droite. Tout ça, c'est un poids qui va être en plus sur ma poutre et qui ne va pas apporter une résistance meilleure. C'est mieux de l'enlever, d'avoir une poutre beaucoup plus fine qui serait résistante. C'est ce qu'on appelle les sections en T et les sections en I. Alors, j'ai dit que c'est pour les très grandes portées, des portées supérieures à 20 mètres. Vous trouvez ce genre de poutre dans les parkings à étage. Alors à Alger, nous avons le parking à côté de la grande poste, niveau port, niveau du port, la sortie du port, le parking Bounetta. C'est un parking fait en béton. Bounetta, c'est un shahid, d'accord? Vous pouvez aller le visiter. Je vais essayer de retrouver des photos de la période de sa construction. J'ai essayé de le faire hier, j'ai fouillé 4 disques durs, j'ai pas trouvé, il me reste 2 disques durs. Je vais essayer de les fouiller et voir si je peux vous ramener des photos de l'époque de la construction du parking Bounetta, où vous allez voir effectivement ce genre de poutre de grande portée dans le parking.
et c'est des poutres précontraintes. On voit ici des câbles de précontrainte. Alors, je ne rentre pas dans le détail de la précontrainte. Normalement, vous en avez déjà entendu parler l'année passée, en première année. D'accord? C'est des poutres en général qui sont isostatiques. Elles sont posées sur des culées ou sur des supports par le biais d'appuis en caoutchouc qu'on appelle des appuis en néoprène. Voilà. Donc ces poutres-là sont utilisées en grande partie là où vous avez des grandes portées et des surcharges quand même importantes dans les parkings ou dans les ponts. Vous pouvez les voir dans les ponts. D'accord? Les ponts multispan, travées multiples. Vous pouvez voir que les poutres qui supportent le pont, la chaussée, c'est des poutres en I. Rarement chez nous en T. C'est beaucoup plus en I, c'est des poutres en I. Voilà, donc ces poutres-là ne nous intéressent pas plus qu'il en faut. Et donc, nous n'allons pas les voir. Ce qui m'intéresse, donc moi, en deuxième année, hein, c'est les poutres de section rectangulaire qu'on vient de voir tout à l'heure. Voici donc des poutres de pont en I. Et vous pouvez voir les câbles de précontrainte ici. Regardez la portée ici, c'est environ dans les 25 mètres. C'est vrai que c'est une perspective, donc on n'a pas une bonne visibilité. On ne peut pas apprécier bien les distances, mais c'est une poutre de pont. Voilà aussi une poutre en I. Et on voit ici aussi les câbles de précontrainte. C'est des câbles de prétention. Et plus haut, c'était des câbles de post-tension. Continuons maintenant et nous allons voir comment se fait le ferraillage des poutres en béton armé. Alors on sait que toute pièce en béton armé se doit d'être ferraillée. Alors maintenant on se pose la question comment on doit ferrailler nos poutres. Alors on sait très bien que le ferraillage est là pour reprendre quoi? Pour reprendre une faiblesse du béton. Lorsqu'on met un ferraillage, c'est pour reprendre une faiblesse du matériau béton. Cette faiblesse, c'est quoi? C'est son incapacité à reprendre des efforts, de traction. D'accord? Donc à chaque fois que j'ai de la traction, le béton ne peut pas la reprendre. Il faudra mettre des tiges d'acier, d'accord, pour reprendre ces tractions. Donc T. Alors donc, pour ferrailler un élément en béton armé, qu'est-ce qu'il faudra faire? Puisque maintenant, il faut contrer cette traction, il faut, sur une poutre comme celle-ci, qui est là, repérer les zones de traction et les zones de compression. Dans les zones de traction, étant donné que ce dernier, le béton, ne peut reprendre cette dernière, donc la traction, on va mettre des aciers. Alors, tout à l'heure, nous avions vu le diagramme des moments, qui était tracé donc à peu près comme ça. Alors, je fais une simplification. Les appuis, différents appuis. Et donc, ça montait, ça redescendait, ça montait, et ça redescendait, ça montait, et ça redescendait, ainsi de suite. Donc, le diagramme étant tracé vers le bas ici, la traction est vers le bas. Le diagramme étant tracé au niveau des appuis vers le haut, donc les tensions, donc les tractions sont vers le haut. Très bien. Alors, avec ça, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ayant repéré les zones de traction, ça veut dire qu'ici, je vais avoir des forces qui vont aller dans ce sens-là, donc T et T. Alors, le béton ne peut reprendre ça, donc je vais mettre une barre d'acier vers le bas. Donc, vers le bas, pourquoi? Parce que c'est vers le bas qu'il y a la traction. La partie supérieure, il y a de la compression, donc j'en ai pas besoin. Donc je vais mettre une barre d'acier vers le bas, ou plusieurs barres d'acier vers le bas, tout dépend de l'intensité de T, pour que cette barre-là va reprendre cette traction et annuler ces deux efforts T et T. Voilà. Le diagramme des moments dont je viens à l'instant de parler. Je répète, règle, le diagramme des moments est toujours situé du côté des zones tendues. Donc c'est le diagramme qui va vous donner où mettre l'acier. Donc s'il est vers le bas, je mets l'acier dans la zone tendue, donc vers le bas.
vers le bas, vers le bas. Le diagramme au niveau des appuis vers le haut, donc je vais mettre des aciers vers le haut, vers le haut, vers le haut, ainsi de suite. Donc vous voyez que les aciers sont tantôt vers le haut, tantôt vers le bas. Au niveau de l'appui, les aciers sont vers le haut. Au niveau de la travée, les aciers sont vers le bas, et ainsi de suite. On voit donc sur cette photo la poutre non déformée, maintenant avec ses aciers. On travée les aciers vers le bas, on appuie les aciers vers le haut, ainsi de suite. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on ferraille généralement les poutres de bâtiment. Alors, il faut bien voir que ces aciers, c'est eux qui s'opposent aux tractions. Et qui permettent au béton de ne pas céder sous ces tensions qui lui font vraiment des dommages très très importants. Maintenant, nous allons voir l'expérience de l'effort tranchant. On a dit que ma poutre était soumise à M de X. Je viens de régler, je viens de ferrailler pour M de X. Donc M de X, OK. Mais T de X, qu'est-ce qu'il provoque sur ma poutre? D'accord? Qu'est-ce qu'il provoque? Alors, pour essayer de comprendre comment réagit une poutre en béton ou n'importe quel autre matériau par rapport aux effets du cisaillement, on va voir une expérience. Pour le moment, c'était simple. C'était la déformée, c'était la déformée de la poutre qui me donnait les zones tendues et les zones comprimées, d'accord? Et je mettais les aciers. Mais comment se manifeste l'effort tranchant dans une poutre? Voilà. Pour comprendre comment se manifeste l'effort tranchant sur une poutre, nous allons faire une expérience. Alors, nous allons imaginer que notre poutre, elle est constituée comme avec des couches. Voilà, un millefeuille, si j'ose dire. D'accord? Voilà, une couche, deux couches, trois couches, quatre couches, cinq couches. Bon, j'ai pris 5 couches, juste pour illustrer. Et on va lui appliquer une charge uniformément distribuée. Regardez qu'est-ce qui va se passer. On va remarquer que la poutre va se déformer, que les couches vont se déformer en flexion. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. La couche qui est là et la couche qui est là, regardez, elles ont subi un déplacement différentiel qu'on appelle un glissement. Vous pouvez réaliser cette expérience avec votre cahier. Prenez un cahier ou un livre, d'accord? Mettez votre cahier, votre livre sur 2 appuis et appuyez. Vous allez voir que les feuilles, d'accord, elles vont se déplacer comme ça, exactement comme sur le schéma ici. Et donc, il y a un glissement. Alors, s'il y a un glissement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'ai eu une force qui tire là et une force qui tire dans ce sens-là. Cette différence de glissement, c'est 2 forces qui sont d'intensité différente. T1, T2. Donc il y a un delta T, vu que T1 supérieur à T2, ce glissement, il est dû à un certain allongement delta T, plutôt un certain effort résiduel delta T, qui va désagréger ma poutre, elle va casser ma poutre si je laisse comme ça. Moi je ne veux pas que ma poutre va se désagréger, c'est des poutres comme ça, c'est bon, elle est cassée, d'accord? Je veux que ma poutre reste droite, comme ça, je voudrais qu'elle reste droite. Donc si c'était des planches, alors imaginons que c'était des planches, alors comment on pourrait se prémunir contre ce glissement? On va se recycler en menuisier, on va réfléchir comme un menuisier, j'ai des planches qui vont se séparer les unes des autres, donc ça c'est l'effet de l'effort tranchant. Donc l'effort tranchant provoque, donc l'effort tranchant, d'accord, va provoquer ce glissement. Le glissement, c'est des
contrainte de traction dans un plan horizontal, comme ici, glissement. Et je ne veux pas que ça se produise. Donc je suis menuisier, j'ai un marteau, j'ai des planches, j'ai des clous. Ben, pour éviter que ça ne glisse, un plan ne glisse par rapport à un autre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais planter des clous ici, pour qu'il n'y ait plus de glissement, comme vous voyez sur l'image. Si je mets un clou là, je remarque que le glissement il est beaucoup plus important au niveau des appuis. Alors ici, au milieu, regardez, il n'y a presque plus de glissement. Donc le glissement est beaucoup plus important aux appuis. Pourquoi? Si j'ai une poutre sur deux appuis, chargée uniformément comme ça, le moment est like this, l'effort tranchant, regardez, c'est comment qu'il est. Je vois qu'il est comme ça. Pardon, j'ai fait une bêtise. L'effort tranchant s'annule au maximum. Donc, j'ai un effort tranchant comme ça, T2X. Voilà, ça c'est plus juste. J'ai mes appuis. Et l'effort tranchant, regardez, il est plus important aux appuis. Le glissement est plus important. Plus qu'on s'éloigne, il n'y aura plus de glissement. Cette section, il n'y a plus de glissement. Donc, je disais, il faudrait mettre des clous. Beaucoup plus de clous au niveau de l'appui parce que le glissement est très important. L'effort tranchant aussi. Beaucoup moins de clous, voire pas de clous du tout, pardon. Beaucoup moins de clous au niveau de la travée. On va les éloigner les uns des autres. Et dès qu'on se rapproche de l'appui, on va mettre beaucoup plus de clous. D'accord? Et c'est ce qu'on voit sur la figure juste après. Donc on met des clous, beaucoup plus de clous. Oui, ça c'est des clous. Beaucoup plus de clous au niveau de l'appui et moins de clous là où il n'y a plus de glissement en travée. D'accord? Mais pour une poutre en béton armé, est-ce qu'on va mettre des clous? On ne pourra pas mettre de clous. À la place des clous, nous allons mettre, si je dessine la section de cette poutre, d'accord, c'est une section, je ne vais pas mettre des clous, je vais dessiner ma section de poutre. Donc j'ai mes aciers de traction et de compression, ceux que j'avais dessinés tout à l'heure, toujours à la flexion. Au lieu de mettre des clous, ici, pardon, j'ai changé de couleur, je vais mettre des clous là et des clous là. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'ils vont tenir tout seuls? Non, on ne va pas mettre des clous, on va mettre des cadres. Voilà, et donc des cadres et les épingles, c'est pas des clous. Donc c'est un bon moyen de contrer le cisaillement. Donc les cadres, c'est pour le cisaillement des poutres, c'est pour l'effort tranchant T2X. On a plus de cadres au niveau des appuis, vu que l'effort tranchant est beaucoup plus important, moins de cadres au niveau de la travée, étant donné qu'il y a moins d'effort tranchant, voire pas du tout au niveau de la travée. Voilà, donc je schématise ici une poutre avec un poteau, regardez, les armatures longitudinales, les armatures pour l'effort tranchant, donc les cadres, on appelle ça les armatures transversales. Armatures, les cadres, on les appelle les armatures transversales. D'accord? Voilà, on voit qu'il y a plus de clous dans notre image, en dessous. Alors regardez ici, on va essayer d'interpréter ce qu'il y a ici. Nous avons des aciers longitudinaux inférieurs parce que le moment est vers le bas. Nous avons des aciers, regardez, supérieurs parce que le moment est vers le haut. D'accord? Et nous avons ici des armatures, est-ce que vous les voyez, longitudinales? Pourtant, en haut, ici, j'ai de la compression. Normalement, je ne devrais pas avoir des aciers ici.
Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait monter, est-ce qu'on pourrait réaliser une poutre uniquement avec des armatures toutes seules, hein, au niveau du bas, au niveau du haut, avec des cadres? Qu'est-ce qui pourrait tenir les cadres? Alors on rajoute toujours des aciers de petit diamètre pour réaliser une sorte de cage que l'on puisse réaliser en atelier, la lever avec la grue, la ramener directement, la poser sur les deux poteaux. Donc on doit réaliser ce qu'on appelle des aciers de montage. C'est des aciers de petit diamètre qui vont me permettre de faire une sorte de cage. Alors si je mettais uniquement les aciers en appui et les aciers en travée, est-ce que ces aciers-là pourraient rester comme ça, d'accord? Non. Donc il faut des aciers en plus, des aciers de montage de petit diamètre. Alors les aciers qui travaillent, on voit qu'ils sont de gros diamètre, ils sont plus foncés, vous voyez. Les aciers de montage, même en bas, on a des aciers de montage, vous les voyez ici, qui rentrent jusqu'ici. Là, le moment est positif jusque-là. Donc j'ai mes aciers principaux qui résistent au moment vers le bas. Là, j'ai plus de moment, le moment est beaucoup plus vers le haut. Donc, mais je mets des armatures de montage pour réaliser une sorte de cage que je peux trimballer avec ma grue, là, monter. Alors remarquez les cadres ici qui sont très serrés au niveau des appuis. D'accord? L'espacement des cadres, on appelle ça l'espacement très réduit au niveau des appuis parce que l'effort tranchant est important ici. En travers, l'effort tranchant est nul. Et là, on peut mettre que quelques cadres de montage, voilà, pour réaliser ma fameuse cage. Donc, dans une poutre, vous avez des aciers de montage qui servent presque à rien, si ce n'est à monter, à réaliser cette fameuse cage de la poutre pour qu'on puisse la déplacer, la monter, la mettre sur place. Les aciers principaux, donc c'est les aciers longitudinaux inférieurs pour contrer les tractions pour moment vers le bas. Les aciers principaux, voilà, que vous voyez ici, vers le haut, pour les moments en appui. D'accord? Les cadres, très espacés au niveau de la travée, moins espacés au niveau de l'appui. Très bien. Alors en général, le diamètre des barres, des cadres, il varie du diamètre 8 mm jusqu'à 10 mm. L'espacement, il varie donc des cadres, donc les cadres, je parle des cadres, l'espacement des cadres à l'appui, il est de 8 à 10 cm. Donc tous les 8 cm, vous mettez un cadre parce que l'effort tranchant est important. En travée, vous allez jusqu'à 25 cm. D'accord, juste des cadres pour le montage. Alors le diamètre des barres principales qui reprennent la traction, en général, c'est du diamètre T12, d'accord, T14, parfois plus T16, parfois plus jusqu'à T20. Au-delà de T20, généralement, pour les poutres, on n'utilise pas au-delà du tore de 20 mm. Donc, très rarement, on dépasse le diamètre 20 pour les poutres, pour des raisons pratiques. Hein. Généralement, au-delà du 20, si vous avez le T25, 25 mm de diamètre, donc on peut difficilement lui donner la forme courbe comme ça, le cintrer, et donc on préfère utiliser le T25 ailleurs. Voilà, donc on arrête le diamètre des barres au niveau entre 12 et 20 mm. Pour les cadres, vous avez des diamètres de 8 à 10, d'accord? Alors ici, on utilise le tore, donc les aciers haute adhérence pour les aciers principaux. Acier haute adhérence. Les aciers haute adhérence, c'est les aciers munis des bosses, donc du crantage, haute adhérence. Alors pour les cadres, on peut utiliser du tore, donc les aciers haute adhérence, mais généralement on utilise, pourquoi j'ai mis phi, on utilise des aciers lisses. Ils sont moins chers, les aciers lisses. Bon, actuellement en Algérie, on a un petit problème, donc on n'a pas une grosse production d'acier lisse, donc vous avez l'acier lisse, je crois, qui s'arrête à 8 mm, donc on ne le fabrique plus. D'accord? On peut utiliser, dans ce cas-là, si vous avez au-delà de 8, vous pouvez utiliser des aciers haute adhérence de 10 mm. Alors pour résumer, les aciers constituant le ferraillage du poutre se composent des armatures de montage de petit diamètre, des armatures de renfort en travée, donc en bas,
pour reprendre les effets de la flexion importante en travée, qui donnent des effets de traction sur les fibres inférieures de la poutre. Des armatures de renfort aux appuis, donc on appelle aussi les chapeaux, hein, au niveau des appuis. Voilà, au niveau des appuis, on appelle les aciers en chapeau, c'est comme une casquette, regardez. On les appelle les aciers en chapeau, hein, pour reprendre le moment négatif qui donne des zones de traction sur les fibres supérieures maintenant de la poutre. Ben, les armatures de transversales, les cadres étriés, épingles qui reprennent l'effet de l'effort tranchant. Remarquez que le nombre de cadres appuyés est plus important qu'en travée, ceci en raison de l'importance de l'effort tranchant. À chaque fois que l'on se rapproche des appuis, voit diagramme T de X plus. Alors voici donc une petite illustration. Alors vous voyez donc un poteau et des poutres. Vous voyez les armatures de montage, elles sont là. Et les armatures qui travaillent à l'appui, c'est ces deux-là. Donc c'est les armatures principales. Elles sont plus grosses que ces deux armatures. Voilà. On voit aussi ici la même poutre, mais d'un autre côté. Hein, pour voir l'autre côté, vous avez des armatures de montage au niveau bas. Regardez, au niveau bas. Je peux zoomer. Voilà. Regardez, les armatures de montage sont là. Et les armatures de renfort pour le moment en travée, elles sont là. C'est celles-là qui vont travailler en travée. Et c'est ces armatures, regardez, en appui. Il y a des armatures en plus en appui, avec les armatures de montage. Les cadres, regardons les cadres. Ils sont plus rapprochés ici au niveau de l'appui, regardez, et moins espacés au niveau de la trave. Voilà, donc c'est comme ça qu'on ferraille des poutres en béton armé. C'est très simple. Là, c'est une poutre continue de plancher avec une console. Voilà. Nous allons nous intéresser maintenant au prédimensionnement des poutres. Alors, prédimensionner une poutre, alors il faut distinguer deux cas possibles. Donc, voilà. Pour dimensionner ou bien pour prédimensionner une poutre, vous avez ce tableau qu'il faudrait peut-être apprendre par cœur. Bon, il est très simple. Ben, vous avez le type de poutre. Une poutre isostatique sur deux appuis, c'est-à-dire où vous avez un poteau là et vous avez votre poutre. D'accord? Vous avez une poutre hyperstatique continue, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. D'accord? Pardon? Voilà, une poutre continue. Alors, dans l'un et l'autre cas, on doit déterminer le ratio H sur L. H sur L, c'est quoi? Si je note H, vous allez comprendre, H, la retombée au sens de l'ingénieur, attention, hein, pas à votre sens, de l'architecte. C'est toute la section, du dessus plancher vers dessous poutre, H, et L, c'est la portée de la poutre. D'accord? Plus la portée sera importante, plus le ratio H sur L sera important. Alors, si j'ai une poutre, une section rectangulaire, alors le ratio H sur L va être compris entre 1/15 et 1/10 pour une poutre isostatique sur deux appuis. Pour une poutre hyperstatique, le H, donc la retombée sur la portée de la poutre, doit être supérieur à 1/20 et 1/15. D'accord, très bien. Alors, si j'ai une poutre, et donc j'ai la longueur tard, donc c'est une donnée. Et ça, c'est l'inconnu. Donc, je pourrais dire que H, dans ce cas-là, doit être supérieur ou égal à quoi? À L sur 20 et L sur 15. C'est une poutre continue. Pour une poutre isostatique,
Donc je pourrais écrire de même que H va être supérieur ou égal à L sur 15 et inférieur ou égal à L sur 10. C'est une donnée, c'est l'inconnu. D'accord? L, c'est donné par votre architecture. Alors pourquoi il y a deux bornes, 15 et 10? Pourquoi? Vous allez me dire, j'ai le droit de choisir 20, j'ai le droit de choisir 15. Non. Attention. Alors ces deux bornes, ça tient en compte le type de surcharge sur la poutre. Ou sur le plancher, pour être plus exact. Le type de surcharge sur le plancher. Et lui le transmet à la poutre, bien sûr. Donc si j'ai de fortes surcharges, donc si j'ai une bibliothèque, les surcharges, je sais qu'elles peuvent atteindre jusqu'à 1 tonne par mètre carré. Ou la archive, pardon. Archive, c'est 1 tonne par mètre carré. Et un logement, donc archive. Allez, prenons pas archive, prenons bibliothèque. Bibliothèque, on peut aller jusqu'à 500 kg par mètre carré sur le plancher. Pour un logement, on est à 150 kg par mètre carré. Et donc, ce ne serait pas logique de donner la même retombée pour des planchers qui reprennent de fortes surcharges et des planchers qui reprennent des surcharges modérées. Donc si je suis dans le cas d'un plancher où les surcharges sont modérées, donc je vais choisir ma retombée beaucoup plus vers ce sens-là. Si je suis par contre dans un plancher où les surcharges sont importantes, je vais aller chercher des retombées beaucoup plus importantes et donc vers ce sens-là. Voilà, donc il faut prendre ces formules par cœur. Alors la largeur de la section, elle varie. Donc la largeur de la section, une fois que j'ai déterminé le H en fonction de ma portée que je lis sur mon plan d'architecture, donc je vais déterminer mon H, donc j'ai la portée maximum, je détermine le H. Une fois que j'ai déterminé le H, je vais aller chercher le B. Le B, c'est entre 0,3 H et 0,6 fois H que je viens de déterminer à l'instant. Une valeur moyenne, c'est 0,45 H. Alors pour le bâtiment, le B, en général, on prend de l'ordre de 30 cm. Les retombées, tout dépend de votre portée de la poutre. Voilà. Alors ici, c'est pour les poutres en I et en T. Bon, ne regardez pas ça. D'accord? Vous, école d'architecte, c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc, c'est des poutres de section rectangulaire B fois H. Ben, aussi une petite interprétation. Pourquoi, regardez, pour les poutres les poutres isostatiques, on voit que la retombée est beaucoup plus importante que les poutres hyperstatiques. Tout simplement parce qu'une poutre isostatique, les moments ferrailles sont importants, les flexions seront importantes, la déformation est importante dans le cas de ces poutres-là, et donc c'est normal que l'on augmente le H. Pour les poutres hyperstatiques, donc il n'y a plus de support. Il y a beaucoup plus de support que pour une poutre isostatique. On a deux. Donc, du coup, une structure qui possède beaucoup plus de support est une structure qui est beaucoup plus stable. Et donc, on n'a pas besoin de mettre un H aussi important que dans ce cas-là. Voilà. Et donc, ça termine notre cours d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie de l'avoir suivi. Et attendez une petite question sur ce cours. D'accord, très bientôt. Voilà, merci beaucoup et bonne journée.